Donc bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Marie Obino, je suis développeur et aujourd'hui je vais vous parler d'affordance pendant ce Lightning et surtout comment vous pouvez utiliser affordance à bon escient dans votre vie tech. Donc l'affordance déjà c'est quoi? Ça vient de l'anglais to afford, ça veut dire permettre quelque chose et en fait l'affordance c'est une relation entre un utilisateur, un objet et en fait toutes les possibilités d'action qu'un objet va indiquer directement à l'utilisateur. Donc par exemple, si je vois un mug, je sais que je peux le prendre par la poignée, je sais que je peux m'en servir pour boire, pour faire un emporte-pièce, pour faire des mug cakes, etc. L'affordance, la base, c'est ça. Après, on va avoir besoin d'autres termes pour l'affordance, on va avoir besoin de signifiants. Alors un signifiant, en fait, c'est une information supplémentaire, en anglais on parle de signifier. Et là, typiquement, ce bouton-là, je le vois, je sais que je peux le tourner. Donc l'affordance m'indique que je peux le tourner, mais je n'ai pas trop d'indices sur ce que je vais pouvoir faire avec. Un signifieur, ça va être par exemple ajouter une gradation autour pour me dire que finalement mon bouton va me permettre de modifier un volume ou une température. Donc ça, c'est la partie signifiant. Ensuite, un autre terme très intéressant à connaître, c'est le natural mapping. Le natural mapping, en fait, c'est la construction en fait, qu'on a de ce qu'on voit qui nous permet de comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Typiquement, on a un exemple de mauvais natural mapping que vous connaissez peut-être parce qu'on le trouve sur pas mal de cuisinières, où finalement on a les plaques en carré et on a quatre boutons en ligne. Ben finalement, à moins d'avoir des points sur les boutons qui nous indiquent lequel on actionne, on va pas savoir lequel on actionne. Et même des fois, sur sa propre cuisinière, on peut être amené plusieurs fois à amener la mauvaise plaque. Et voilà, un bon natural mapping, ça va être d'essayer d'imiter la forme finalement des plaques et des boutons dans notre cas de figure. Sur une interface utilisateur, ça va être plus respecter le sens de lecture ou grouper les objets qui ont une raison commune d'être groupés, qui ont un sens commun. Alors l'affordance, c'est toujours un lien entre l'affordance réelle, les vraies potentialités d'action d'un objet ou d'une interface, et ce qu'on perçoit de l'affordance. Donc le Graal, c'est ce qu'on a en bleu et en vert. Quand l'action est possible et que je vois qu'elle est pas possible par ma perception très bien, ou de même quand l'action est possible et que ce que je vois m'indique que oui c'est possible, que je peux utiliser, c'est très bien, donc c'est ce qu'on vise, pas la peine forcément de plus épiloguer dessus. Par contre, on va s'arrêter un peu plus rapidement sur les cas où on a une action possible et pas de perception. Là, c'est ce qu'on appelle finalement de la affordance cachée. Donc typiquement, ça va être un raccourci clavier qui n'est pas indiqué à l'écran. Ça, c'est une affordance cachée. Ou même, pour un exemple plus concret, un briquet qui sert à décapsuler une bière. Ça, c'est aussi une affordance cachée. C'est quelque chose que le briquet permet de faire, mais la forme du briquet ne l'indique pas. Après, c'est caché, peut-être parce que c'est pas non plus le premier usage d'un briquet. Et on a l'autre cas où on est mal aligné, c'est quand on perçoit qu'une action est possible, mais qu'en fait elle n'est pas possible. Donc typiquement, ça va être une poche cousue sur un jean, ça sert pas vraiment de poche, ou un bouton qui serait cliquable dans une interface, mais qui ne donne aucune action derrière parce qu'elle n'est pas autorisée. Dans ce cas de figure, on va chercher à griser le bouton pour que l'utilisateur n'ait pas envie de cliquer dessus. Et ça, finalement, ça, c'est un facteur de frustration. Et l'affordance cachée, c'est plus une aubaine qu'on a manqué. Donc on va chercher finalement à améliorer l'affordance, à savoir tout ce qui est fausse affordance, faire en sorte que les potentialités d'action ne soient pas perceptibles, ou en tout cas que ce soit indiqué qu'elles ne sont pas utilisables tout de suite. Et à l'inverse, si une affordance est cachée, on va chercher à la mettre en valeur d'une façon ou d'une autre. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de la tech, on va encore aller sur quelques exemples de la vie réelle, parce que j'ai promis que j'allais parler de chat dans cette conférence. Donc, des problèmes d'affordance, on en a vu beaucoup quand d'un coup, on s'est vu avoir plein de distributeurs de gel hydroalcoolique partout, et on n'avait pas forcément les codes, il n'y avait pas de consensus. Donc, je suppose que vous avez tous vu ou vous-même pratiqué le distributeur de gel hydroalcoolique où on met la main, il ne se passe rien, et c'est qu'en fait, il y a une pédale en dessous, mais la pédale n'est pas clairement indiquée. Et voilà, là, ça commence à aller mieux parce qu'on a quelques années derrière. Mais le distributeur de gel hydroalcoolique, c'est un bon cas. Et la porte, alors c'est le cas de figure de affordance, la porte, où finalement on a une poignée qui sert aussi bien à tirer qu'à pousser une porte. Et finalement, à beaucoup d'endroits, on est obligé de rajouter un signifiant, comme j'en parlais tout à l'heure,
On dit que la porte est à pousser et à tirer, mais même en mettant un signifieur, les gens, ça arrive très vite qu'on se mette à tirer une porte qu'il faut en fait pousser. On connaît la bonne affordance, ça fait des années qu'on la connaît. En fait, il faut mettre une poignée s'il faut tirer la porte, il faut juste mettre une plaque s'il faut la pousser. Mais ça, c'est pas forcément des contraintes pour des contraintes des fois d'accessibilité, c'est pas forcément ce qu'on fait, mais voilà, la porte, c'est un cas d'école typique. Aussi, pour l'affordance, il faut prendre en compte qu'on est, on est contraint par nos modèles mentaux. On a des modèles mentaux qui fait que quand on décrit quelque chose de loin, on va s'attendre à des choses en particulier. Typiquement, ça, c'est une affiche de chat perdu. Je vous mets au défi, si vous la voyez sur un coin, sur un mur, de vous dire que c'est ça. Votre cerveau décidera peut-être de passer en disant «Oh, c'est une affiche d'un concert» ou «C'est une connerie, je ne vais pas regarder ça». Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'une affiche de chat perdu ressemble à ça. Une affiche de chat perdu, c'est fait sous Word, c'est moche, il y a des photos collées comme ça, mais au moins, si je passe dans la rue et que je la vois, mon cerveau tilte directement, et si j'aime bien les animaux, bah, je vais peut-être prendre une petite photo ou prendre le numéro de téléphone à détacher en me disant ça c'est une affiche de chat perdu. Donc là l'objet c'est de se dire en termes de potentialité d'action, on est vraiment dans une norme et faut respecter la norme. Donc, on va passer au côté affordance de la tech. On va feuilleter plusieurs cas de figure où finalement, sur des choses très techniques, on peut mettre de l'affordance. On va commencer par une API. Si je développe une API, alors là, on a beaucoup de chance parce que depuis quelques années, on a un consensus. Ce qu'on nous conseille généralement de faire, c'est de faire des API REST. Et finalement, en suivant ce modèle d'architecture, on sait qu'on a une interface uniforme. Et finalement, le vrai effort, ça va être de choisir les bons mots-clés, de choisir les bons vocabulaires. Parce que finalement, les mots, le vocabulaire, c'est un peu le... C'est dans le texte, c'est un peu l'équivalent d'avoir des icônes ou d'avoir des icônes ou des signifieurs. Et finalement, en suivant les spécifications REST, votre API sera affordante parce qu'un utilisateur qui voudra aller l'interroger saura à quoi s'attendre, à quel comportement s'attendre. Il saura qu'il peut avoir des retours de l'API pour aller chercher plus loin, etc. Et donc, en suivant, par exemple, les normes OpenAPI et anciennement Swagger, on sait que voilà, l'API sera affordante et utilisable. Et même le fait d'avoir une interface utilisateur pour une API, ça la rend plus facile à utiliser parce qu'on peut jouer avec directement en cliquant de manière un peu plus naturelle. Donc ça, c'est pour ajouter de l'affordance dans votre API. Mais même sur une ligne de commande, qui finalement n'est que du texte, on va pouvoir faire de l'affordance. Là, ce sera encore une fois de respecter les standards. Donc, ce qu'on connaît d'une API, on s'attend à avoir une version raccourcie de tout ce qui est attribut, les versions raccourcies avec un tiret, les versions longues avec deux tirets. On s'attend à avoir une commande help à tout moment dans l'API. Et comme pour tout moment de la CLI, pardon, et comme pour les API, le vocabulaire va être ce qui va nous permettre de rajouter de l'affordance sur l'API en le centrant par rapport aux utilisateurs, donc à leurs besoins. Et il y a un cas de figure que j'aime beaucoup, c'est des CLI qui imitent l'existence, en l'occurrence Kafka CTL qui permet de gérer du Kafka, c'est beaucoup inspiré de kubectl, ce qui fait que quand on apprend une des deux CLI, c'est très facile d'aller sur l'autre, parce on a les mêmes commandes qui fonctionnent de manière similaire, et donc c'est plus prévisible. Mais on peut aussi mettre de l'affordance dans quelque chose qu'on ne soupçonne pas, dans la documentation. Donc la documentation, là, c'est assez facile à voir de loin. Si on a un énorme pavé, on n'a pas forcément envie de le lire, ça va être compliqué. Enfin, voilà, c'est facile de dire à des gens lis la doc, mais s'ils ont un truc qu'ils n'ont même pas envie de lire en le voyant de loin comme ça, ben, on cherchera à l'éviter. Et heureusement, le consensus actuel de la documentation, c'est là par exemple, on a celle de Docker, c'est de faire de la doc affordante. Donc comment on rend une doc affordante? C'est en mettant des schémas, des illustrations, en mettant en exergue tout ce qui est commande qu'on peut taper directement. Pourquoi pas des petits éléments navigables pour avoir plusieurs langages de script directement inclus dans la documentation.
Et bien sûr, à tout moment, la possibilité de naviguer dans les étapes de la documentation, que ce soit les chapitres ou les sections sur la page. Donc même une documentation peut être affordante. Et en fait, bon, heureusement, le consensus est de faire plutôt des API comme celle qu'on voit à droite. Voilà. Maintenant, l'interface, là où l'interface se marie le mieux, c'est sur les interfaces utilisateurs. Donc, un bon design, en fait, ne devrait pas nécessiter de formation. Ça, c'est un cas idyllique, mais on devrait pouvoir mettre un utilisateur en face d'une application et il devrait être capable tout seul de l'utiliser. Donc, pour réussir ça, il faut bien prendre en compte le contexte, se dire qui va utiliser mon application. Est-ce que c'est un power user? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément proche de l'informatique et qui doit l'utiliser dans le cadre de son travail? Et le comment, c'est est-ce qu'il a une souris? Et quelle est la taille de son écran? C'est des choses comme ça. Et d'un autre côté, on a tout un vocabulaire qui existe, et un vocabulaire qui, encore une fois, reprend la norme dont je parlais tout à l'heure, où on sait qu'un bouton play, ça va être pour du multimédia, bouton play, avance rapide et tout. Une disquette, même des gens qui n'en ont jamais vu de leur vie, jamais touché, savent que ça sert à enregistrer. Et voilà, c'est ce consensus à prendre en compte. Faut pas inventer de nouvelles significations aux icônes. Et il y a aussi un point très important, si vous travaillez sur l'accessibilité, donc, si vous travaillez sur l'accessibilité, rendre votre application utilisable par le plus grand nombre, ça va automatiquement servir l'affordance. En fait, c'est deux matières qui se nourrissent mutuellement. Donc, l'accessibilité, c'est un autre point en plus pour l'affordance. Donc, maintenant qu'on a quelque chose d'affordant, comment on la teste? Il y a des méthodes qui vont bien. L'A/B testing, c'est par exemple présenter, on le fait beaucoup en web, moins en applicatif. L'A/B testing, c'est présenter deux versions d'une même page à des utilisateurs et en fait recueillir des métriques sur l'aisance qu'ils ont à utiliser la page. Alors on s'en sert surtout pour faire de la conversion, mais ça peut très bien être utilisé pour améliorer l'UX. On va aussi chercher à recueillir le retour des utilisateurs, rien que mettre un petit bouton où les utilisateurs peuvent dire les bugs rencontrés ou des possibilités d'amélioration. Ça va permettre d'améliorer. Et enfin, on a le côté crash test. Alors, j'ai parlé de playtest parce que ça vient des jeux vidéo. C'est comme ça qu'on teste des jeux vidéo. On met des utilisateurs devant. On peut faire pareil avec les applications. Et pour faire un bon crash test, il faut mettre un utilisateur. Alors, ça peut être un utilisateur final, mais ça peut être juste un collègue qui n'a jamais vu l'écran de l'application, un collègue d'un autre projet. On le met en face de l'application. On le laisse utiliser l'interface en autonomie en disant par exemple tu dois créer une catégorie et mettre tels éléments dans ta catégorie, mais sans l'indiquer sur tu dois cliquer à tel endroit, tu dois aller dans telle section. L'idée c'est qu'il le trouve par lui-même. Donc idéalement il faut avoir l'œil le plus neuf possible sur l'interface parce qu'on est très vite contaminé par les interfaces qu'on connaît déjà. Et en faisant des crash tests comme ça, vous allez voir toutes les frictions de les interfaces et vous allez aussi voir tous les chemins désirés, toutes les choses que votre utilisateur cherchera à faire et qui ne sont pas possibles par votre application. Même peut-être mettre un raccourci exporté sur PDF avec un bouton directement plutôt qu'il soit caché dans 3 menus. Ça peut être déterminé grâce à un crash test. Donc les actions à prendre aujourd'hui pour améliorer votre affordance, 4 points clés. Déjà, identifier les affordances cachées et fausses. C'est ce qu'on a vu au début. Les cachés, on va les mettre en évidence. Les fausses, c'est des boutons grisés, c'est indiquer que l'action n'est pas possible dans ce cas de figure. Il faut rester dans les normes et les conventions. C'est un peu triste de dire ça, mais finalement, c'est ça. On est tous bloqués par ces contraintes qu'on a intériorisées depuis des générations. Alors j'ai mis un mais parce que c'est quand même possible d'innover, sinon on n'en serait pas à ce qu'on a aujourd'hui. Mais il faut innover prudemment parce que voilà, vos utilisateurs n'ont pas à subir les délires d'un designer qui a plein d'idées dans tous les sens. Donc il faut rester dans les normes pour que ce soit facile d'utilisation. S'interroger sur les signifieurs, le natural mapping et les feedbacks, les retours aux utilisateurs, ça on l'a vu au début. Et surtout, se méfier de soi-même, on est notre propre ennemi parce qu'on n'est pas un bon juge de affordance vu que c'est quelque chose qui paraît très, très évident, mais qui en fait dès l'instant en fait, où on fait une interface, on n'est pas le bon testeur pour cette interface. Voilà. Donc c'était tout pour cette présentation. Donc j'espère vous avoir convaincu de mettre plus d'affordance. Et on a un peu de temps pour les questions. Ouais. Si vous voulez une question ou deux. Non. Allez manger. Hein.
Merci.